Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Emmanuel Macron l'a annoncé lors de sa présentation d'un projet de loi pour lutter contre le séparatisme islamiste. Le président veut interdire l'école à la maison et, à ce stade, la limiter strictement à des dérogations pour des raisons médicales. Est-ce une mesure pertinente pour lutter contre l'islamisme ? Est-ce tout simplement possible et conforme à notre constitution et au droit international ? Je suis ce soir avec Grégoire Pupin, directeur de l'ECLJ, pour essayer de vous éclairer et de prévoir les issues possibles à ce projet sur lequel, pour l'instant, rappelons-le, rien n'est acté. Alors l'IEF, je le rappelle, ça veut dire instruction, je le révèle, ça veut dire instruction en famille. Grégoire Pupin, première question, est-ce que la Convention européenne des droits de l'homme garantit en fait ce droit à l'instruction en famille ? Alors la réponse est assez nuancée. On peut dire que la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît et protège les droits des parents s'agissant de l'éducation et de l'instruction de leurs enfants. C'est un droit qui est reconnu non seulement par la Convention européenne, mais aussi plus largement par les textes internationaux, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les autres grands traités internationaux qui ont eu à cœur, après la Seconde Guerre mondiale, d'affirmer que l'éducation et l'instruction des enfants n'appartient pas à l'État. L'objectif à l'époque était évidemment de sortir de la mentalité totalitaire selon laquelle les enfants appartiennent à l'État. Non. L'idée, affirmée en droit international, est d'une part, bien sûr, le droit de toute personne à l'instruction, à recevoir une instruction, et d'autre part, l'idée que oui, l'État doit soutenir, favoriser, aider cette instruction, mais les enfants n'appartiennent pas à l'État. Ils sont de la responsabilité première, prioritaire, comme dit le droit international, des parents, qui les ont conçus et qui les élèvent, et donc les droits des parents sont garantis, sont reconnus. Toute la question ensuite porte sur l'étendue des droits et libertés des parents qui varient selon les circonstances. C'est ça, alors vous parlez de l'aspect historique, c'est vrai qu'il y a une exception encore aujourd'hui en Europe, c'est l'Allemagne qui interdit très strictement l'école à la maison. Et c'est une loi qui date effectivement, toujours appliquée, de 1938. Oui. Donc il y avait cet aspect totalitaire de vouloir que les enfants vraiment soient tous à l'école du Reich en fait. Vous vous êtes plongé dans les travaux préparatoires des conventions. Oui. C'était vraiment cette réaction qui était voulue dans oui, les textes internationaux. C'est très clair. On a de très belles citations. On pourra les mettre en bas de l'écran si vous voulez, de députés ou de européens qui ont participé, ou de représentants des États qui ont participé à la rédaction de la Convention européenne ou de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et qui dit très clairement, oui, les enfants n'appartiennent pas à l'État, il faut protéger les enfants de l'accaparement de l'État, les enfants sont faits, appartiennent d'abord à la famille, sont d'abord la responsabilité des parents. Donc une vision très très claire, fondée en ce qu'on appelle en droit naturel, ça veut dire sur une vision réaliste et subsidiaire de la société. Donc voilà, c'était très visible. D'ailleurs, il est intéressant de constater que lors de la rédaction de la Déclaration universelle, les pays qui se sont opposés à la reconnaissance explicite des droits, libertés et responsabilités premières des parents, ce sont les pays soviétiques. Il y a eu un débat assez long lors de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le représentant libanais qui était Charles Malik avait demandé à ce que soit explicitement mentionné le droit prioritaire des parents en matière d'éducation et d'instruction. Et à l'inverse, les représentants soviétiques des différents pays soviétiques s'y sont fermement opposés. Donc on voit bien toute l'opposition qu'il y a entre d'une part une vision étatiste de la société qui tend facilement au totalitarisme, parce qu'il n'y a pas de différence de nature entre l'étatisme et le totalitarisme, simplement une différence de degré. Et puis les autres qui ont une vision plus naturelle, organique et subsidiaire de la société, qui a finalement triomphé largement lors de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette vision organique, subsidiaire de la société repose sur l'idée que la société est en fait constituée par les familles, de bas vers le haut. Ce n'est pas l'État qui crée la société, mais les familles, la réalité qui constitue la société puis l'État. C'est ça, donc vous avez parlé de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je crois que c'est l'article 26, qui garantit le droit à l'instruction. Il y a la Convention européenne des droits de l'homme, et je crois que la France est partie à un protocole additionnel
qui garantit aussi le droit à l'éducation et qui fait des parents les premiers responsables. Voilà, donc effectivement, quand je dis la convention, en fait, j'y associe ce qu'on appelle le premier protocole. C'est un document un petit peu, effectivement, adopté immédiatement après la Convention européenne des droits de l'homme et qui mentionne explicitement dans son article 2 le droit des parents et le droit à l'instruction. Voilà, donc tout cela est posé en droit. La question qui se pose aujourd'hui, c'est l'étendue de la liberté des parents et des droits des parents. Oui, faire l'école à la maison est en principe une liberté reconnue et garantie aux parents. Toute la question est l'étendue de cette liberté compte tenu des circonstances. Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Alors, on va essayer de réfléchir justement à ce qui se passe ailleurs en Europe et à comment articuler les différents droits, mais je voulais juste qu'on revienne sur l'annonce quand même du président qui a quand même paru à beaucoup, qui a suscité beaucoup de réactions, comme assez inopportune. On sort du confinement, c'est quand même, je pense qu'il faut le noter, assez surprenant, puisque le gouvernement, tout l'État s'est appuyé sur les familles, a demandé aux familles de tout d'un coup faire ce qu'on appelle aussi l'école distanciée, c'est-à-dire de poursuivre les cours. Toutes les écoles ont été fermées. Aujourd'hui encore, il y a certaines écoles, certaines classes qui ferment comme ça subitement. D'un coup, on voudrait interdire une pratique qui semble se développer aussi. Depuis les 10 dernières années, je crois que les chiffres sont assez parlants. De plus en plus de familles choisissent de faire l'instruction en famille. Et enfin, sur la pertinence, a priori, il n'y a aucun terroriste ou aucun islamiste qui soit vraiment passé à l'acte qui venait d'une famille où il avait été instruit. C'était plutôt justement des écoles publiques. Oui. Voilà. On a vraiment l'impression que le président en fait se trompe de cible dans le cadre de cette loi sur le séparatisme. Évidemment, le problème c'est pas l'école à domicile ou l'école à distance, comme cela se pratique pour quelques milliers de familles françaises. Le problème est beaucoup plus vaste et général. Et c'est vrai aussi que pendant le confinement, on a bien vu, on a eu la famille. Eh bien, c'est ce chose qui reste lorsque l'État est défaillant. C'est là-dessus, c'est sur la famille, sur les solidarités familiales que repose la société dans sa réalité. Donc effectivement, il y a un vrai étonnement, on va dire, quant à l'adéquation de cette mesure par rapport au contexte invoqué. On voit bien que les terroristes sont plutôt issus de l'école en général publique. Voilà, et le conflit qu'il y a culturel et religieux entre une partie de la jeunesse qui vit en France et qui se reconnaît dans l'islamisme et puis la République française, eh bien, ce n'est pas dû du tout à l'école à la maison, au contraire. Autre chose quand même à souligner, l'augmentation importante effectivement, du nombre de scolarisations à domicile, en fait, elle est principalement causée par le caractère rendu obligatoire de l'école dès la maternelle. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a, je ne sais plus, 3 ou 4 ans, l'école est devenue obligatoire dès la petite section. Et donc, des familles, ne voulant pas mettre leurs enfants à l'école maternelle pour diverses raisons, parfois simplement pratiques, de distance, eh bien, ont décidé de scolariser leurs enfants à la maison pour la durée de la maternelle. Il faut savoir que ça ne requiert pas forcément beaucoup d'exigences ou de compétences éducatives, et donc d'où l'accroissement important du nombre d'enfants scolarisés à domicile. C'est ça, de 3 à 6 ans. Alors, en droit, on fait vraiment une distinction et un équilibre entre deux choses principales ici. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions, puisque les parents sont les premiers responsables des enfants. Mais d'un autre côté, c'est vrai, il y a le droit à l'instruction garanti pour les enfants. Et donc, il y a une tension entre ces deux choses où on voit que les États, quand ils prennent des mesures restrictives sur le droit des parents d'éduquer leurs enfants, s'appuient sur cette obligation qu'ils ont aussi de garantir une instruction aux enfants. Est-ce que, on va voir ce qui se passe ailleurs en Europe, la France n'était pas dans un bon équilibre? Est-ce qu'en voulant interdire l'école à la maison, on ne revient pas à une espèce de tentation? Voilà, donc il faut bien comprendre. L'État, la société et les familles sont complémentaires et ne sont pas dans une relation d'opposition. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est l'opposition, le conflit. Dans une société saine et harmonieuse, il y a complémentarité. Les familles apportent l'éducation, les familles apportent la base de l'instruction, et la société complète ce que les familles ne peuvent pas apporter.
Donc il y a complémentarité entre les deux et non pas opposition. Voilà. L'État, la société, a l'obligation, a même la responsabilité de veiller à ce que les enfants reçoivent une bonne éducation et instruction. D'où le rôle de surveillance de la société pour s'assurer que ses membres les plus faibles, les enfants les plus vulnérables, reçoivent une bonne éducation et une bonne instruction. Donc il y a complémentarité, ce qu'on appelle en droit subsidiarité entre la société et les familles. Alors voilà, il y a deux aspects. Il faut garantir le droit et surtout l'intérêt des enfants à recevoir une bonne instruction dans un cadre favorable. Et il faut respecter la liberté des parents, la liberté naturelle des parents, de donner cette bonne instruction et cette bonne éducation. Donc c'est un équilibre, c'est là tout l'aspect libéral. Il faut bien comprendre que dans une société proprement libérale, on fait confiance aux personnes et on fait confiance aux familles. Par contre, on se méfie du pouvoir de l'État. Alors que dans une société à tendance étatiste et totalitaire, on se méfie des familles et on fait confiance à l'État. Et aujourd'hui, ce que je crains, c'est qu'on passe d'une société libérale à une société plus étatiste où on se méfie des familles. Et là, ça devient très dangereux. Alors voyons à présent comment, dans le reste de l'Europe, les États organisent cet équilibre. Nous avons fait une petite recherche à l'ECLJ, et donc il s'avère que sur 45 États européens, donc vraiment j'ai pris tous sauf 2 petits États, 39 pays autorisent l'école à la maison, contre 6 qui l'interdisent strictement. Donc il y a vraiment quand même une très large majorité qui autorise l'école à la maison et 6 qui l'interdisent. Je peux nommer peut-être les 6 quand même, c'est l'Allemagne, l'Arménie, Chypre, la Grèce, la Macédoine du Nord et la Turquie. Parmi les pays qui autorisent, c'est assez intéressant parce qu'il y a tout un éventail en fait de lois pour libéraliser plus ou moins. C'est vrai que certains États sont très très libéraux. J'ai noté comme les plus libéraux, les plus libres en fait, là où l'école en l'instruction en famille est la plus facilement possible, la Finlande, l'Irlande, la Lettonie et la Moldavie. Ces pays, exigent simplement une déclaration et prévoient des contrôles ponctuels. Alors mais pour une majorité des pays, j'en ai comptabilisé 19. Dans 19 États, il y a vraiment cet équilibre qui est assuré de cette manière, c'est-à-dire que l'État prévoit une instruction publique, une scolarité publique, prévoit la possibilité pour les familles de faire l'instruction en famille, de faire l'école à la maison, à 2 conditions, c'est-à-dire qu'il faut bien déclarer qu'on le fait, il faut le déclarer à l'école ou à l'autorité académique, et il y a un contrôle annuel, il y a parfois un contrôle pluriannuel. Est-ce que c'est et la France était en fait dans cette situation. Est-ce que c'est peut-être la manière la plus appropriée de répondre à... C'est la manière la plus équilibrée. Et ce qui est certainement pas équilibré, ce serait d'interdire de façon générale et absolue l'école à la maison aujourd'hui. Là, on verrait bien que la France ferait... ce serait une mesure attentatoire aux libertés et ce ne serait pas équilibré. Ce qu'il faut, ce qui est nécessaire, ce qui est justifié, c'est que l'État pose des conditions à l'école à la maison, assure un contrôle des connaissances des enfants, éventuellement et des mesures pour, et c'est déjà le cas aujourd'hui, pour contraindre des familles qui n'éduqueraient pas bien leurs enfants à mettre leurs enfants dans les écoles. Voilà, donc ce régime de contrôle, de surveillance est parfaitement justifié. Il faut que l'État se donne les moyens et les moyens de permettre un bon exercice de la liberté éducative des parents. Sur la CEDH, je pense qu'il est important aussi de bien considérer. C'est vrai que la CEDH, la Cour européenne, n'a pas condamné l'Allemagne du fait d'interdire l'école à la maison. Mais la situation en France est différente, puisqu'en France, nous autorisons déjà largement, depuis toujours, depuis les lois, l'école à la maison. Et donc, si le gouvernement décidait d'interdire, eh bien, il supprimerait une liberté fondamentale des parents et des familles. Et là, la Cour européenne ne jugerait pas de la même façon, parce que c'est tout à fait différent lorsque un État n'a jamais accordé cette liberté, alors même qu'il avait adhéré à la Convention européenne, et un État qui l'a accordée et qui décide de la retirer. Il y a un phénomène en droit de l'homme d'incrémentation. Lorsqu'on accorde une liberté nouvelle ou une liberté plus grande que celle qui est strictement exigée par la Convention, eh bien on ne peut pas revenir en arrière de façon générale et absolue. Il faut des circonstances exceptionnelles pour réduire une liberté.
Or, là, très manifestement, la décision d'un gouvernement de supprimer de façon générale et absolue cette liberté n'est pas du tout proportionnée aux circonstances, dès lors que le gouvernement peut très bien exercer des contrôles. Bon, on refera très certainement une émission sur ce sujet, puisque de toute façon le projet de loi va bientôt être présenté. Merci de votre fidélité, à très bientôt sur RCF pour le droit en débat.